Aujourd'hui, nous sommes réunis pour réfléchir à la manière de nous relier aux autres. Et pourquoi est-ce extrêmement important? Parce que nous vivons dans une société qui peut nous donner l'illusion que nous sommes des individus indépendants. Il s'agit d'une illusion individualiste de laquelle nous devons sortir parce que nous ne pouvons pas nous penser en dehors de cette chaîne et de cet ensemble de l'humanité. Nous ne sommes pas des individus isolés. Alors un petit exemple, le langage par exemple que nous utilisons, qui nous est très familier, que nous pensons être le cœur de nous-mêmes, notre pensée est fait de mots. Ces mots ont été construits dans une longue chaîne intergénérationnelle où des mots ont été élaborés, des concepts ont permis à des hommes de dire ce qu'ils voyaient, ce qu'ils pensaient et se sont ensuite transmis. Et il y a toute une chaîne et nous-mêmes aujourd'hui nous allons peut-être dire des choses nouvelles ou des mots nouveaux et ils vont être utilisés par la suite. Donc on voit bien que à la fois ce qui est le cœur de nous-mêmes, notre pensée, est en réalité quelque chose qui s'inscrit dans une transmission. Nous ne sommes pas indépendants. Et nous sommes d'autant moins indépendants que nous avons crucialement besoin des autres pour pouvoir construire ces réponses à des problèmes complexes que nous vivons et dont nous ne pouvons nous dépatouiller qu'avec, je dirais, le soutien des autres, avec la spécificité de chacun, avec la diversité qui caractérise l'humanité. Et donc, il est nécessaire pour cela de construire une confiance entre nous. Et cette confiance, finalement, c'est vraiment le cœur de ce qui permet à une société de fonctionner, à une écologie humaine d'avoir lieu. C'est cette confiance qui a été par exemple observée comme étant au cœur de la crise que vivait un homme comme Confucius 600 ans avant Jésus-Christ, lorsqu'il découvrait que tous les royaumes chinois s'effondraient les uns après les autres sous la pression extérieure de barbares. Mais en fait, lui, il a dit voilà, c'est pas la menace extérieure qui est au cœur de cette crise, c'est l'effondrement de la confiance. Et la confiance, en chinois, c'est deux idéogrammes. Il y en a un qui dit le cœur de l'homme et à côté, il y a la parole. Cœur, parole. Ce que dit l'homme, c'est ce qui est dans son cœur. C'est ça qui est le fondement de la confiance. Et c'est précisément ce que nous voyons diminuer fortement dans nos sociétés de méfiance, où finalement nous avons beaucoup de mal à dire ce que nous pensons, à parler en vérité. Nous sommes coupés en morceaux, nous faisons des choses auxquelles nous ne croyons pas, nous n'adhérons pas, nous clivons, nous coupons. Et d'une certaine manière, notre société perd progressivement cette capacité de confiance qui la rend vivante, active et réactive. Elle est transitive. Je fais confiance parce que j'ai fait confiance et aussi parce qu'on m'a fait confiance. Je parie sur la confiance dans ma relation avec les autres. À l'échelle de l'humanité, plus il y a de confiance, plus il y a de confiance. Ceux qui témoignent de leur confiance dans les hommes répandent la confiance. Donc, soyons attentifs, l'écologie humaine nous invite à prendre conscience de notre interdépendance, de notre vulnérabilité, de notre besoin de l'autre. Elle nous invite à nous relier à l'autre, aux autres, à s'inscrire dans la chaîne de confiance et à en devenir un maillon actif. Elle m'invite à travailler l'unité de ma vie pour être digne de confiance, pour pouvoir me relier, pour pouvoir être investi de confiance. Elle m'invite à identifier mes blessures de confiance que j'ai vécues et à développer ma capacité à donner confiance. Aujourd'hui, on est confronté pour la première fois de l'humanité à une très grande longévité. On vit de plus en plus longtemps, il y a de plus en plus de personnes qui vivent de plus en plus longtemps. Le hic dans cette histoire superbe, c'est que l'isolement, le fait d'être de plus en plus seul, pointe le bout de son nez. Et qu'évidemment l'homme délié, non relié les uns aux autres, peut perdre le sens de sa vie. Le sens de la vie. D'où l'importance de trouver des lieux qui permettent de se retrouver, de partager et de se relier. On a, avec Jean-François, cherché à recréer justement ces lieux de partage au travers de ce qu'on appelle des béguinages, avec une méthode particulière que Jean-François va vous exposer.
Donc déjà les béguinages, c'est dans l'histoire au XIIe siècle, ce sont des lieux en fait qui accueillaient des personnes, des femmes qui étaient seules, veuves ou célibataires, et qui donc du coup pour être dans un endroit sécurisant pour vivre et élever leurs enfants, donc étaient dans cet habitat regroupé avec des règles proches des règles monastiques. Elles ne prononçaient pas des vœux, elles étaient ouvertes vers la société. Et donc aujourd'hui, on transfère finalement ce modèle avec un modèle plus architectural, donc de l'habitat regroupé pour les personnes âgées. Il s'en est construit un à côté de l'EHPAD que je dirigeais, donc une maison de retraite médicalisée, et les habitants me disaient mais finalement on a construit effectivement des logements qui étaient adaptés, mais il n'y a pas de salle commune, je ne connais pas mes voisins, et on a finalement déplacé mon problème qui était l'entrée dans la dépendance vers aujourd'hui de l'isolement. Donc avec Thibaut, dans la réflexion, on s'est dit il faut non seulement faciliter la construction de ces logements pour dédiés et adaptés aux personnes âgées, pour prévenir l'entrée dans la dépendance, mais en plus il faut permettre aux futurs habitants de se connaître et de partager des temps de vie conviviaux. Et pour ce faire, donc, la méthode participative en fait s'adresse aux habitants avant même que la construction ait commencé, et donc on vient leur proposer de s'associer, de se réunir à raison de 2 fois par mois pendant presque 9 mois pour ensemble imaginer le projet architectural et également le projet de vie, l'endroit où ils ont envie de vivre, de bien vivre et de vieillir ensemble avec l'entraide qu'ils pourront s'apporter. C'est vraiment le contexte, l'environnement de vie de la personne participe vraiment à son épanouissement. Et donc ce qui est important pour nous, c'est vraiment de dire on ne va pas faire à la place, mais on va stimuler, on va favoriser le quotidien pour que les gens ensemble s'entraident et soient dans ce phénomène de relation entre elles pour faciliter au maximum leur cadre de vie. Et en termes d'entraide, justement, on vit nous-mêmes le fait d'être reliés avec Jean-François, parce on s'est retrouvé un petit peu avec des trajectoires de vie un peu différentes. Jean-François a un parcours dans le médico-social, moi plutôt dans la finance en entreprise. Et on a voulu justement, au travers d'une association, d'une entreprise, de partager ces moments-là, concevoir ensemble et porter du fruit au travers de la rencontre avec les habitants et la conception de projets de béguinage. J'ai pendant 10 ans enseigné la conduite des procédés industriels. Et voilà qu'en 1983, René, un homme de 35 ans, membre de la communauté de l'Arche de Jean Vanier, est venu me voir et m'a dit cette phrase étonnante: « Gilles, je veux être autonome, mais moi tout seul pas capable, j'ai besoin de ton aide. » Cette phrase m'est d'abord apparue comme un tissu de contradiction. Impossible. Vouloir quelque chose dont on se sait pas capable, est-ce bien raisonnable? Et puis, cette chose dont on ne se sent pas capable, c'est justement l'autonomie, et à ce moment-là, l'autonomie, ça voulait dire pour moi savoir se débrouiller tout seul, ce qui n'est pas la définition de l'autonomie. Mais malgré tout, cette phrase s'est plantée profondément en moi, et petit à petit, j'en ai découvert toute la puissance et la signification. 4 nouvelles idées sont issues de la phrase de René. La première, c'est de bien distinguer l'autonomie et l'indépendance. Veut être indépendant celui qui ne veut dépendre de personne. Il doit donc tout faire par lui-même. Et c'est plutôt cela, se débrouiller tout seul, être indépendant financièrement, intellectuellement, ne vouloir dépendre de personne. Mais ce n'est pas ça l'autonomie. La deuxième découverte que j'ai faite, c'est l'importance pour être autonome de discerner clairement ce que je suis capable de faire seul et ce pourquoi j'ai besoin de l'aide d'autres personnes, parce que je n'ai pas les compétences. Ce discernement est capital. Et ceux qui ne veulent pas faire ce discernement ne vont pas savoir, ne vont pas être autonomes. Troisième découverte, lorsque je m'aperçois que je n'ai pas la compétence de réaliser quelque chose que je désire faire, pourtant, eh bien, il faut demander de l'aide. Et pour avoir une chance d'obtenir cette aide, c'est appartenir à un réseau relationnel où je peux aller rencontrer des gens et leur demander
leur aide, parce qu'ils ont des compétences différentes de la mienne. Ce n'est pas suffisant encore pour être autonome. Pour être autonome, il faut être capable de faire des projets audacieux que justement, je ne serais pas capable de faire tout seul. Et à ce moment-là, j'ai besoin de constituer une équipe qui réunisse les compétences nécessaires à ce projet audacieux, et j'ai besoin donc de me relier aux autres à partir d'une finalité commune pour que chacun apporte sa contribution et coopère à l'atteinte de cette finalité. Est autonome ou est capable de le devenir celui qui sait demander et obtenir les aides dont il a besoin pour définir ses projets et les réaliser. On reprend tous ces éléments qui sont très importants. Donc est autonome ou susceptible de le devenir, c'est-à-dire que c'est un chemin, l'autonomisation. Celui qui sait demander de l'aide, donc discerner ce qu'il peut faire seul et pourquoi il a besoin d'aide. Demander et obtenir, c'est-à-dire demander à la bonne personne, demander à quelqu'un qui aura la disponibilité, qui aura la compétence et avec qui on a établi des relations de confiance. Pour formuler ses projets, pas seulement pour les réaliser, pour formuler ses projets, pour les affiner, pour voir les précautions à prendre, les moyens nécessaires. Et pour les réaliser, bien entendu, on a besoin de la coopération d'autres personnes. Ceci nous donne deux injonctions paradoxales, apparemment paradoxales. Sois autonome, demande de l'aide. Et pour être vraiment libre et créatif, passe des alliances durables. Être lié pour le petit homme, pour l'homme, c'est fondamental parce que quand le bébé naît, pour exister, il a besoin de se sentir regardé, aimé, considéré. Et pour ça, c'est pas simplement dans la tête de la mère que ça se passe ou du père, c'est dans les gestes. C'est-à-dire, il y a une qualité d'attention au bébé qui fait qu'il se sent porté, entouré, unifié par cette qualité d'attention des parents. Vous pouvez très bien donner un biberon, donner le sein, soigner un enfant en pensant aux 1000 téléphones que vous avez à faire. L'enfant aura l'impression qu'il est dans le vide. C'est ce que nous disent les patients sur le divan. Alors que quand l'enfant sent qu'il est vraiment regardé, il est vraiment attendu, d'abord il fait plein de sourires, et ensuite, il y a quelque chose de très important dans le noyau de sa personnalité qui se construit. Ce qui veut dire que pour exister en tant que personne, on a d'abord besoin de se sentir relié, regardé, aimé par un autre. J'aime beaucoup la phrase de Baudiquet qui dit « Les seuls regards d'amour sont ceux qui nous envisagent au lieu de nous dévisager ». Et je pense que parfois en famille, de temps en temps, on se sent dévisagé et qu'on a besoin de se sentir aussi envisagé. Et ceux qui ont un rôle très important par rapport à ça, ce sont les grands-parents, parce qu'ils ont plus de temps, ils sont moins dans l'éducatif, et aussi les tantes ou les oncles qui sont célibataires, les parrains, marraines, qui leur donnent du temps et ce regard d'attention. Et puis la deuxième notion importante qui peut vous paraître bizarre, qui est celle de chasteté. C'est-à-dire, pour qu'un lien soit constructif, il a besoin d'avoir une bonne distance entre les deux personnes qui sont reliées. Et la chasteté n'est pas qu'une notion religieuse réservée au monde religieux. C'est une notion profondément humaine qui dit que entre deux personnes, cette distance permet au sujet de devenir lui-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'emprise, il n'y a pas d'inceste ou d'incestuel, comme on l'appelle dans nos métiers, mais il y a le désir que l'autre devienne lui-même à travers un lien affectif. C'est le lien propre entre un père et un fils, une mère et son enfant. Ces deux notions-là, vous voyez, cette notion de qualité d'attention et de chasteté, elle nous permet non seulement de nous sentir en lien, mais d'exister au sens propre du terme, c'est-à-dire de devenir complètement nous-mêmes, sujets de nos vies et autonomes.
Alors ce qui relie les membres d'un orchestre, c'est d'abord la musique qu'ils jouent. Donc nous, c'est facile d'être reliés puisqu'on a un projet en commun, c'est de jouer une partition ensemble. Après, toute la difficulté, c'est qu'ils s'écoutent. Donc je dirais qu'ils sont reliés par les oreilles. Et puis après, ils sont reliés par les yeux, parce qu'ils s'entraînent les uns les autres. Enfin, nous nous entraînons les uns les autres. Et le langage du corps est très très important. Et aussi l'énergie qu'on donne. C'est-à-dire quand on regarde quelqu'un avec amour, je dirais, et ça le libère, ça le fait jouer mieux. Et puis après, il y a tout ce qui ne se voit pas, qui nous relie. Et je dirais que ce sont les énergies métaphysiques, à la fois de la musique et puis des êtres humains. Et si on n'est pas relié, ça ne peut pas marcher. De toute façon, ça c'est la première chose. Il arrive même d'ailleurs qu'il y ait des concerts avec un chef d'orchestre où les musiciens ne sont pas reliés entre eux et n'aiment pas le chef d'orchestre, donc ne sont pas reliés non plus au chef d'orchestre et ça donne des catastrophes. Donc nous, comme il n'y a pas de chef d'orchestre, la condition sine qua non de la réussite, c'est ce qui nous relie. Et tout le travail que j'essaye de faire avec les musiciens, c'est de préparer en fait le moment du concert pour qu'on soit suffisamment en connaissance et en conscience de ce que font les autres et aussi du matériau, de la structure de la musique pour être libre au moment du concert et découvrir des dimensions qu'on peut pas atteindre en répétition, qui n'existent qu'au moment du concert avec la présence du public. Mais déjà avec les dissonances, il y a quelque chose de très particulier, c'est que les musiciens sont en prise directe avec le public et le public en prise directe avec les musiciens. C'est-à-dire qu'en fait tous les musiciens ne sont pas en train de converger vers le chef et le public n'est pas en train de regarder le chef. Donc il y a un contact qui n'existe pas d'habitude, qui est extrêmement fort. Et au moins on sait que pendant un concert, c'est le meilleur de l'homme qui sort. C'est les plus belles choses. C'est l'amour, c'est les sentiments, c'est la sublimation, c'est la transcendance. Enfin, c'est incroyable en fait. Et la musique, c'est peut-être le langage le plus unifiant justement. Sans mots, on se retrouve dans des sphères de sensibilité qu'on ne pourrait pas atteindre avec les mots. Qu'on soupçonne peut-être même pas d'ailleurs.